Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Binkour, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zahra. Je suis avec vous pour assurer ce module portant sur le management stratégique. C'est un module programmé dans le cadre de la filière économie et gestion, semestre 6. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec la 11e séquence portant sur les options stratégiques. Alors, je vais faire un petit rappel pour vous situer par rapport au processus et à la procédure du management stratégique. Comme nous l'avons déjà vu dans le cadre des séquences précédentes, chaque fois qu'on parle de management stratégique, on parle de processus. Et ce processus commence par la vision, mission et objectif. Il s'agit tout simplement pour l'entreprise d'identifier, soi-disant, ses intentions. En termes de vision, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut être, en termes de mission, qu'est-ce qu'on fait, en termes d'objectifs stratégiques. Ce sont des résultats qu'on cherche à réaliser à moyen et long terme. Après cette notion de vision et objectif, mission, l'entreprise doit assurer une segmentation stratégique. C'est-à-dire qu'il doit découper, assurer un certain découpage de son activité ou de ses activités en termes de DAS, en termes de domaine d'activité stratégique. Sachant que chaque domaine d'activité stratégique, c'est une unité homogène qui fait référence au même savoir-faire, même clientèle, même marché, même concurrent. L'entreprise donc doit cibler, doit assurer une certaine pertinence stratégique. Donc, on doit assurer cette segmentation, découpage ou regroupement d'activités. Après la segmentation, nous allons avoir ce qu'on appelle les unités d'analyse. L'unité d'analyse, c'est le DAS. Pour chaque DAS, on doit assurer un diagnostic interne, externe. Un diagnostic interne en termes bien sûr de force, faiblesse de l'entreprise, un diagnostic externe en termes d'opportunités et menaces. Et bien sûr, par la suite, l'entreprise doit analyser son portefeuille d'activités par rapport à l'ensemble de ces DAS. Il doit les positionner et dans ce sens, on utilise souvent bien sûr les outils d'aide à la décision, à l'instar tout simplement de matrices stratégiques. Après le diagnostic et l'analyse stratégique, l'entreprise doit dégager les différentes options stratégiques possibles, c'est-à-dire quelles sont les stratégies que nous allons mettre en place pour développer, maintenir ou tout simplement assurer un retrait abondant d'un domaine d'activité stratégique. L'entreprise, elle identifie les options, mais par la suite, il doit faire un choix en termes d'options. Donc, il doit choisir une option et il doit mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action, c'est tout simplement concrétiser l'intention que nous avons en termes de solutions, en termes opérationnels, en termes d'action. Et par la suite, on doit assurer un suivi et une évaluation de ces actions stratégiques ou de ce plan d'action stratégique que nous allons mettre en place ou que nous avons déjà mis en place. Donc par la suite, bien sûr, suite au suivi et évaluation, nous allons bien sûr encore revoir nos objectifs et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, bien sûr, va porter sur la notion d'options stratégiques possibles. C'est-à-dire, quelles sont les options qui se présentent pour une entreprise vis-à-vis ou par rapport à ses DAS. Donc, nous allons voir dans un premier temps ce qu'on appelle les stratégies concurrentielles. Alors, le terme l'indique avec pertinence, stratégie concurrentielle. Donc, l'objet ici, c'est la concurrence. Quelle stratégie par rapport à la concurrence, par rapport à quelle concurrence? Donc, comment peut-on définir la notion de stratégie concurrentielle? Il faut savoir que l'objectif derrière tout cet exercice, toute cette analyse, tout cet effort déployé par l'entreprise, c'est de mettre en place une stratégie qui est compatible avec le contexte et avec la situation de l'entreprise. Et là, bien sûr, je ne veux pas généraliser et dire l'entreprise, mais je vais mettre l'accent beaucoup plus sur le DAS, c'est-à-dire une stratégie compatible avec le DAS, avec le domaine d'activité stratégique. Donc, définir pour chaque DAS une stratégie concurrentielle. Donc là, c'est ça l'objectif principal derrière la notion de stratégie concurrentielle. Donc, à quoi sert une stratégie concurrentielle? Une stratégie de lutte contre la concurrence, une stratégie qui va me permettre d'assurer une certaine compétitivité. Donc, comment trouver un avantage concurrentiel? C'est la première question posée par l'entreprise. Donc, la stratégie que je vais mettre en place, elle va me permettre d'avoir quel avantage concurrentiel?
comment je peux créer cet avantage concurrentiel, comment je peux le développer, comment je peux le défendre. Dans ce cas-là, l'entreprise doit identifier les différentes stratégies qui permettent tout simplement, qui vont permettre à l'entreprise d'atteindre cet objectif. Comment peut-on améliorer la création de la valeur? Chaque fois qu'on parle de la création de la valeur, il ne faut pas oublier qu'on est en train de mettre le client au centre de notre analyse. Donc la stratégie concurrentielle, son objectif c'est ça, c'est de se positionner par rapport à la concurrence tout en créant une valeur par rapport à notre client ou par rapport à notre clientèle. Alors, pour mettre en évidence les différentes stratégies, les différentes stratégies concurrentielles, nous allons s'appuyer sur le modèle de Michael Porter. Alors, ce modèle, ou cette approche, elle permet d'identifier 3 grandes stratégies, selon 2 critères. Alors, le premier critère, c'est l'avantage stratégique recherché. Le deuxième critère, c'est la cible stratégique. Alors, lorsqu'on parle de l'avantage stratégique, on a 2 types d'avantages. On a l'avantage coût et l'avantage qualité. Alors, l'avantage coût fait référence tout simplement à la maîtrise des coûts. L'avantage qualité fait référence tout simplement aux caractéristiques de produit. Dans ce cas-là, l'entreprise doit se positionner par rapport à ces 2 types d'avantages. Donc, vous avez le premier avantage, c'est le caractère unique du produit, comment il est perçu par le client, caractéristique qualité. Deuxième avantage, c'est la situation d'entreprise par rapport au coût, la maîtrise des coûts complets, la maîtrise des coûts de production. Donc, voilà le premier critère ou indicateur utilisé dans ce sens. Deuxième indicateur, c'est la cible stratégique. Lorsqu'on parle de cible stratégique, on parle bien sûr du marché. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on s'intéresse à tout le marché ou on s'intéresse à une cible, à un segment, à une niche? Donc là, soit le marché est tendu, large, soit une partie du marché. Donc, le secteur, le marché tout entier ou un segment particulier. Alors, le fait de croiser entre ces 2 indicateurs, cible, avantage, l'entreprise peut mettre en lumière 3 typologies, 3 types de stratégies. Différenciation, domination par les coûts et focalisation, concentration. Donc, ce sont les stratégies que l'entreprise peut mettre en place pour lutter contre la concurrence. Rappelez-vous que l'objectif derrière la segmentation, c'était identifier les DAS, les domaines d'activité stratégique. Et à ce niveau-là, on est en train d'identifier pour chaque domaine d'activité stratégique et à la base du diagnostic que nous avons déjà assuré, la stratégie qu'il faut mettre en place. Donc, c'est en quelque sorte un rapprochement DAS, stratégie, par rapport ou pour ce DAS. Alors, nous allons commencer par la première stratégie, à savoir la stratégie de domination par le coût ou par les coûts. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a le mot domination. Et là, on fait référence à la position de l'entreprise dans le marché. Donc, on domine le marché par les coûts. C'est-à-dire qu'une entreprise arrive à produire un bien avec un coût faible par rapport à la concurrence. Donc, je suis mieux positionné que mes concurrents par rapport au marché, par rapport à la situation de coût. Donc, regardez bien le principe de base de cette stratégie. Donc, l'entreprise, elle essaye de minimiser ses coûts complets. Alors pourquoi on doit minimiser? Pourquoi on doit déployer un effort dans le sens de maîtrise et minimisation de coûts? Parce que tout simplement, si on arrive ou si l'entreprise arrive à minimiser au maximum ses coûts, elle peut par la suite pratiquer des prix pour la clientèle qui vont être jugés tout simplement abordables. Des prix intéressants qui vont défier toute concurrence. Des prix qui vont permettre à l'entreprise d'accaparer plus de parts de marché. Donc la logique, elle est simple. Je dois produire un bien avec un prix qui est abordable, avec un prix qui est faible. Mais un prix faible fait référence ou il dépend de coûts ou des coûts complets de l'entreprise. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maîtriser les coûts complets. Et pour maîtriser les coûts complets, l'entreprise doit s'appuyer sur une panoplie d'outils et de méthodes dans ce sens. Donc, l'entreprise, suite ou grâce
à la maîtrise des coûts complets, il peut mettre en place une politique de prix qui va lui permettre tout simplement d'avoir une position concurrentielle très importante, très significative par rapport à ses concurrents. Donc, la stratégie de domination par les coûts, elle consiste pour l'entreprise tout simplement à proposer une offre dont la valeur elle est perçue par le client comme étant identique aux concurrents, mais avec un coût ou un prix qui est faible. Donc, la valeur elle est perçue comparable à celle des offres des concurrents, mais à un prix plus faible. Donc, le choix en termes d'achat ou d'acte d'achat par le consommateur, il sera tout simplement fait sur la base du prix du produit. Donc, automatiquement, la stratégie de domination par les coûts touche les clients, les consommateurs qui sont sensibles au prix. Donc là, le premier indicateur qui va pousser cet acteur à être fidèle à notre produit ou à acheter notre produit, c'est cette notion de prix. Mais pour atteindre cet objectif, il faut d'abord agir sur ces coûts en interne, sur les coûts complets en interne. Donc, la stratégie de domination par les coûts, c'est une stratégie, comme je viens de le dire, qui va permettre à l'entreprise de réduire d'une façon continue les coûts internes, les coûts complets. Alors, quels sont les éléments, quels sont les mécanismes qui vont permettre à l'entreprise tout simplement d'atteindre un tel objectif, à savoir minimiser les coûts complets? Il y a, premier élément, ce qu'on appelle les économies d'échelle. Alors, lorsqu'on parle d'économies d'échelle, on part tout simplement d'une situation selon laquelle l'entreprise, elle augmente sa production et chaque fois qu'il augmente sa production, le coût unitaire par produit baisse. Donc, automatiquement, l'entreprise va constater qu'une production volume, masse, va engendrer une baisse de coût, suite tout simplement à la logique des coûts fixes. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise, elle peut agir sur la quantité produite, il faut augmenter la quantité produite pour baisser le coût unitaire. Donc là, l'entreprise, elle doit mettre l'accent sur ce point. C'est la production en masse. Deuxième élément, ce qu'on appelle les effets d'apprentissage. C'est l'expérience, c'est la capacité d'apprentissage de l'entreprise. Alors, plus on arrive à développer un savoir-faire, une expérience, un apprentissage, plus l'entreprise arrive à réduire les coûts de fonctionnement. C'est l'effet tout simplement de pratique, de maîtrise des méthodes de travail. Donc, les quantités cumulées, lorsqu'elles augmentent dans le temps, le savoir-faire technique de l'entreprise ou commercial, voire même, s'améliore automatiquement. Dans ce cas-là, l'entreprise, elle peut réduire ses coûts complets. Donc, nous avons le premier élément, à savoir l'économie d'échelle, la quantité produite, et nous avons l'effet de l'apprentissage, l'expérience, le savoir-faire se cumulent en fait, des expériences d'entreprise cumulent de la production qui va donner lieu à un savoir-faire technique au commercial. Et en dernier lieu, l'innovation. Alors, dans ce cas-là, l'entreprise, surtout lorsqu'il innove en termes de savoir-faire technique, il peut améliorer sa capacité en termes de maîtrise des coûts. Regardez bien, l'innovation va permettre à l'entreprise de simplifier le processus de production qui peut favoriser par la suite la diminution des coûts. Donc, l'innovation accélère tout simplement l'économie réalisée suite à l'utilisation de cette dernière par rapport à une technologie ou un système de production. Donc, voilà, s'il vous plaît, les trois éléments qui peuvent engendrer, qui peuvent aider l'entreprise à appliquer ou à mettre en place une stratégie de domination par les coûts. Alors, cette stratégie, elle représente des avantages, des inconvénients, c'est sûr, comme toute stratégie. Avantage, une bonne protection contre les 5 forces de concurrence. Une entreprise qui maîtrise les coûts de production, elle maîtrise les coûts complets, elle peut fabriquer, proposer un produit avec une valeur plus ou moins intéressante, mais avec un prix qui est faible. Cette situation constitue une barrière à l'entrée. Donc, les nouveaux entrants vont être dissuadés de toute tentative
d'intégrer le marché. Ils vont être dissuadés parce que tout simplement, ils vont considérer que ce n'est pas rentable pour eux de pénétrer un marché et de mettre en place une stratégie, sachant qu'ils ne maîtrisent pas encore le coût de production. Donc l'entreprise, dans ce cas-là, ça constitue, la stratégie de domination par les coûts constitue pour l'entreprise une façon pour se protéger contre les 5 forces de porteurs, comme ils étaient présentés auparavant. Les limites. Donc, parfois, l'avantage coût ou l'avantage prix n'est pas durable. C'est-à-dire n'est pas durable, c'est que on peut mettre en place un tel avantage, mais avec l'innovation, avec le progrès technologique, avec les nouvelles technologies, peut-être le client sera plus intéressé par la notion de caractéristique de produit que le coût. Alors dans ce cas-là, et d'ailleurs ces derniers temps, le client ou le consommateur, il est beaucoup plus intéressé par le rapport qualité-prix, plus qu'en fait le coût du produit. Donc, je peux créer un avantage prix, mais il n'est pas durable. Soit parce que les concurrents sont en train de faire mieux que moi, ils arrivent à maîtriser davantage le coût complet, soit parce que tout simplement le client ne s'intéresse plus ou il s'intéresse de moins en moins à la logique prix et il est beaucoup plus intéressé par les caractéristiques de produit, donc l'avantage qualité. Aussi un élément important, la guerre des prix. Lorsqu'on parle de domination par les coûts, il s'agit tout simplement de mettre en place une activité axée sur la minimisation des coûts. C'est un processus continu. Donc, je baisse les coûts de production et ça se répercute sur les prix ou le prix du produit. Et les clients vont réagir, ça c'est sûr. Donc, ils vont essayer de mettre en place la même chose. Donc, chacun de nous va essayer de préserver, de consolider, de garder, de protéger ses parts de marché en proposant toujours moins que les concurrents. Et ça donne lieu à une guerre de prix. Et une guerre de prix va donner lieu à une baisse en termes de marge bénéficiaire. Et par la suite, ça va ruiner l'entreprise en termes de rentabilité financière. Donc, la stratégie de domination par les coûts, en termes de gains, parfois pose problème pour l'entreprise en termes de durabilité à moyen et long terme. Alors, pour conclure ce point, ce qu'il faut retenir, c'est que je domine le marché en appliquant un prix qui est faible. Je domine le marché parce que je suis mieux par rapport à mes concurrents en termes de coût complet. Mais la question qui se pose, est-ce que toutes les activités acceptent une telle stratégie? Eh bien non. Pas toutes les activités peuvent faire l'objet d'une telle stratégie. Par exemple, si je parle d'activités ou de secteur de luxe, par exemple, la pierre d'assise de ce secteur, ce n'est pas le coût, c'est la notoriété, c'est l'image, c'est les caractéristiques, c'est la qualité. Donc, la stratégie de domination par les coûts, on peut la mettre en place lorsqu'on parle de marchés capables d'absorber de gros volumes. Donc, c'est-à-dire que l'argument prix, il est significatif, il est décisif, il est important. Mais l'activité accepte cette logique masse, cette logique volume. Aussi, un élément très important, c'est que ce secteur d'activité, il accepte difficilement la différenciation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas assurer une stratégie de différenciation par rapport à notre produit ou dans ce secteur d'activité. Dans ce cas-là, la stratégie de domination par les coûts constitue en fait l'action ou la stratégie la mieux placée. Donc voilà, s'il vous plaît, pour conclure ce point, la stratégie de domination par les coûts, on l'applique dans le cadre de marchés qui acceptent cette notion de volume. On l'applique dans le cadre des produits qui acceptent difficilement la différenciation. On l'applique dans des marchés dont la sensibilité au prix, elle est importante, elle est décisive. Deuxième stratégie que nous allons voir, c'est la stratégie de différenciation. Alors, regardez bien, s'il vous plaît. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la stratégie de différenciation s'appuie sur les deux critères suivants. Premièrement, un avantage stratégique axé sur la qualité du produit et la cible stratégique de le secteur. On s'intéresse au marché tout entier. Donc, on parle de différenciation. Alors, comme vous pouvez le constater,
et le terme l'indique avec pertinence, différenciation, différent. Alors l'entreprise, elle essaie de proposer un produit différent de celui des concurrents. Donc là, on est dans une logique de comparaison. Donc cette stratégie consiste pour une entreprise à donner à son produit, à son offre, une spécificité qui est assez significative par rapport aux concurrents. Une spécificité différente de celle de ses concurrents. Alors là, le produit, il faut qu'il soit perçu unique aux yeux des acheteurs. Selon Michael Porter, se différencier consiste tout simplement à acquérir par rapport à ses concurrents une caractéristique unique. Et attention, cette caractéristique unique du produit va procurer ou va créer une valeur aux yeux de la clientèle. Et le client va s'attacher tout simplement à cette valeur et comme conséquence, il sera fidèle à notre produit. Donc, la question, elle est simple. Comment faire pour être différent des concurrents? Quelles sont les caractéristiques sur lesquelles on doit s'appuyer ou sur lesquelles il faut s'appuyer pour créer, fabriquer, produire un bien différent des autres concurrents, un bien unique aux yeux des acheteurs. Donc là, l'entreprise, elle doit tout simplement être capable de proposer une offre unique. Et attention, chaque fois qu'on parle offre unique, il ne faut pas oublier que dans cette étude ou au sein de cette étude, il y a le client. Et le client, il est sensible, pas au prix, pas au coût, mais il est sensible à la qualité du produit. Donc là, l'entreprise peut proposer dans ce cadre-là tout simplement un produit avec un coût qui est assez important, avec un prix qui est assez élevé. Donc, la stratégie de différenciation va permettre à l'entreprise d'échapper à la concurrence à base de prix. C'est-à-dire quoi? Regardez bien, le concurrent, la concurrence ne se réalise plus en s'appuyant sur le prix. On n'est plus dans une logique de guerre de prix. Mais on essaye de mettre en place un processus de comparaison dont la base, c'est les qualités et les caractéristiques du produit. Donc, automatiquement, le produit il sera perçu par le client comme étant unique, spécial aux yeux des acheteurs. Donc, quelles sont les sources de différenciation? Comme on a présenté déjà pour la domination, pour la stratégie de domination par les coûts, cette stratégie aussi, elle a tout simplement des sources, où il peut s'appuyer sur quelques sources pour appliquer ses principes ou son principe de fonctionnement. Alors, il y a d'abord la qualité du produit. Là, on parle de caractéristiques techniques du produit. Le design, les couleurs, la qualité de la matière première, les spécificités du produit, satisfaction par rapport aux besoins clients. Donc, le premier élément, c'est la qualité du produit. Et le client il a une valeur perçue par rapport à ce produit, par rapport à la qualité de ce produit, et il juge donc la qualité à travers des critères qui sont propres à lui. Il y a des clients qui jugent la qualité d'un produit par rapport au design, d'autres par rapport à la qualité de la matière première, d'autres par rapport aux caractéristiques, voire même du produit. Donc là, il faut être capable de déterminer quels sont les éléments qui dictent cette notion de qualité et qui déterminent le niveau de qualité aux yeux de la clientèle. L'aspect technologique est utilisé par rapport à ce produit. C'est aussi un élément très important. Donc là, l'entreprise peut agir sur ce point pour être différent des autres. La sécurité, ça dépend de la nature du produit. Donc, plus le client se sent en sécurité par rapport à l'utilisation de ce produit, alors plus il s'attachera à ce produit en termes de consommation. Donc, on peut parler aussi de l'esthétique, le design, c'est un élément qui est assez important, malgré le fait qu'on est dans une logique ici subjective, notion de goût, mais quand même, chaque fois que l'esthétique elle est différente, elle est importante de point de vue valeur pour les clients, plus le client s'attache à ce produit. La notoriété de la marque, l'image, la réputation, l'historique de l'entreprise, ce sont autant d'éléments qui agissent sur tout simplement la valeur du produit aux yeux des consommateurs. Le service après-vente, la capacité de l'entreprise à être à l'écoute en fait, de ses clients après avoir conclu l'acte de vente, c'est un élément aussi déterminant aux yeux des acheteurs. Donc automatiquement,
ce sont autant d'éléments qui constituent une source de différenciation. Et là, attention, il y a des activités qui acceptent facilement la différenciation par rapport aux autres. Donc lorsqu'on parle de luxe, lorsqu'on parle d'automobile, on parle tout simplement d'activités qui peuvent faire l'objet de différenciation. Alors, la troisième stratégie que nous allons voir, c'est la stratégie focalisation-concentration. C'est une stratégie, bien sûr, dont l'élément central, c'est quoi? C'est qu'on parle d'une cible restreinte, un segment ou une niche. Alors, bien sûr, l'avantage stratégique, ça peut être un avantage axé sur la qualité, caractéristique de produit, comme ça peut être un avantage axé sur le coût. Donc, la stratégie de focalisation, regardez bien, on se focalise sur un segment ou une niche. L'entreprise, elle se concentre sur un segment de marché où sa rentabilité elle est importante. Alors, au lieu de toucher tout le marché, au lieu de cibler le marché étendu, l'entreprise, elle essaie d'identifier les segments, les niches par rapport auxquelles elle peut réaliser des rentabilités assez importantes. Donc là, l'objectif, c'est maximiser la rentabilité, bien sûr par rapport à ses concurrents. Donc là, l'entreprise, au lieu d'être présente sur tout le marché, automatiquement, elle va cibler un segment. Mais attention, lorsqu'on focalise notre activité par rapport à un segment, on peut focaliser notre activité, notre présence, soit en appliquant une stratégie de domination par les coûts ou une stratégie tout simplement de différenciation. Donc, grosso modo, ce sont les trois grandes stratégies proposées par Michael Porter. C'est ce qu'on appelle les stratégies concurrentielles. L'entreprise, après avoir identifié les différentes DAS, la position de chaque DAS par rapport au portefeuille d'activité globale, l'entreprise, il doit identifier quelle solution, quelle action stratégique. Différenciation, domination par les coûts ou focalisation. Il ne faut pas oublier que ces trois stratégies concurrentielles doivent tout simplement entrer dans la logique de la stratégie globale de l'entreprise, qu'on appelle la stratégie de développement de l'entreprise. Et dans ce cas-là, juste à titre de rappel, il faut savoir que l'entreprise peut avoir deux axes de développement, soit un axe de spécialisation, soit un axe de diversification. C'est ce qu'on appelle les stratégies de développement. N'oublions pas, s'il vous plaît, que ce que nous allons mettre en place en termes de stratégie DAS, par DAS, stratégie concurrentielle, doit être compatible avec notre axe de développement. Parfois, l'entreprise développe un axe de spécialisation. La stratégie qu'il doit mettre par rapport à ce DAS doit respecter la logique tout simplement de spécialisation. D'une manière brève, nous allons essayer de présenter chaque stratégie. La stratégie de spécialisation, le terme l'indique avec pertinence, l'entreprise devient, soi-disant, un acteur spécialisé dans un marché, dans une activité, un métier ou un produit. Donc l'entreprise, il se concentre. Au lieu de faire plusieurs choses à la fois, il se concentre sur une seule chose. Un seul métier, une seule activité, un seul produit ou tout simplement un seul marché. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est créer un avantage concurrentiel fort. Alors dans ce cas-là, l'entreprise, elle assure ce qu'on appelle le recentrage sur une activité, parfois même sur son cœur de métier. Donc on ne se casse pas la tête avec d'autres approches, avec d'autres stratégies, avec d'autres activités. On fait ce qu'on fait le mieux, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire mieux par rapport à la concurrence. Deuxième axe de développement, c'est la stratégie de diversification. Le terme l'indique avec pertinence aussi. Diversification, on diversifie notre activité, diverses activités. Donc là, l'entreprise, elle essaie d'élargir son portefeuille d'activités. On n'est plus en fait un acteur spécialisé, mais on est un acteur qui exerce plusieurs métiers à la fois. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de diversification, on a deux voies, soit une diversification ayant une relation avec l'activité d'origine, donc on conserve l'activité d'origine et on essaye de développer d'autres activités, ces dernières orbitent l'activité de base, soit tout simplement on ne cherche pas à conserver le lien avec l'activité d'origine. Là, on essaie de faire des activités, de se diversifier par rapport à des activités tout à fait différentes de l'activité d'origine. Donc,
Rappelez-vous de cet aspect, s'il vous plaît. C'est très important de comprendre que l'objectif derrière le management stratégique, c'est par la suite proposer une action stratégique, proposer une stratégie de lutte, une stratégie concurrentielle, par DAS et par rapport au groupe stratégique. Et tout ce que nous allons faire en termes de concurrence, en termes de stratégie concurrentielle, doit respecter la philosophie que nous avons déjà mis au départ, à savoir la vision, la mission, nos objectifs. Et n'oublions pas, s'il vous plaît, que la logique stipule aussi qu'il faut respecter la tendance de l'entreprise en termes de développement. Est-ce qu'on va se développer en tant que spécialiste ou on va se développer en tant qu'acteur ayant des activités différentes ou des activités diversifiées? Merci.